Elle s'appelle Noémie Schlosser, elle est metteur en scène, elle est en Israël depuis 2017. Son univers, c'est l'opéra, la musique, le théâtre. Et pourtant, en pleine carrière, elle a décidé de faire son alia. Pourquoi, comment ? C'est maintenant. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Noémie Schlosser, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir et surtout, j'espère que ça fera plaisir à nos amis belges parce que vous venez d'Anvers. Voilà. Oui. Mais oui, mais Qualita, c'est pour les francophones, pas seulement pour les Français. Donc ça nous fait, à ce titre, vraiment très plaisir de vous accueillir. Merci d'être ici, je suis très contente. Alors, vous avez fait votre alia en mai 2015. 17, pardon. Je sais pas ce que j'aime bien transformer les noms, les chiffres, bref. Alors, 2017. Et en fait, vous étiez, on va dire, en pleine carrière. Vous veniez d'avoir des subsides européens, ce qui n'est pas facile dans le milieu du théâtre. Non, c'est terrible. C'est terriblement difficile. Oui. Voilà, donc ça veut dire que vous étiez reconnu pour vos compétences artistiques et vous aviez surtout les moyens de faire ce que vous vouliez faire. Qu'est-ce que vous étiez en train de monter à cette époque-là comme pièce ? Donc, j'étais en train de monter en fait une pièce qui s'appelait Tractor Fabric, la fabrique des tracteurs, inspirée sur les journaux personnels de Vassili Grossman, qui était un journaliste russe et juif, qui couvrait en fait ce qui se passait à Stalingrad pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sa famille, sa mère avait été déportée. On lit dans ses bouquins comment il explore la vie de tous les jours, dans ses carnets personnels, la vie de tous les jours sur le front. Mais plus tard, en 1952, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Life and Fate, Vie et Croyance, dans lequel il écrit en fait sa propre histoire à lui, d'un journaliste aimé par le dictateur qui retombe en disgrâce à cause de ses idées politiques à lui. Et tout commence aussi dans ce livre avec une lettre imaginaire qu'il écrit à sa mère qui, elle, vraiment avait été déportée au début de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc ça, c'était la pièce. Ça, c'était la pièce, oui. C'était inspiré parce que j'ai aussi fait la recherche de plein de témoignages personnels de la Première Guerre mondiale, d'autres guerres, de gens dans des situations extraordinaires pendant des situations de guerre. Voilà. Pendant des situations. Alors, c'est une pièce, on est en 2014. Oui. 2014, en Israël, c'est Tzuk Eitan, c'est la guerre à Gaza. Et Israël est au bord de nation, décrié dans la presse, vraiment mis plus bas que terre, de la désinformation sans cesse, bref, et des manifestations dans toute l'Europe, etc. Bon, et vous êtes en plein spectacle, et il se trouve que vous êtes, on va dire, vous avez toujours été considérée, alors ne prenez pas mal, comme la juive de service dans votre milieu, dans le milieu théâtral. Tout à fait. Donc j'étais ici en 2014 à Tel Aviv, et j'écrivais en fait la dernière version de la pièce, et entre-temps j'étais aussi sur les réseaux sociaux en train de raconter le point de vue israélien en Israël. Ça vous énervait énormément. Ça m'énervait énormément. Donc en octobre, quand on a monté la pièce, je l'ai ressenti fortement par mes collègues dans les arts du théâtre, mais aussi par les journalistes qui ne sont pas venus faire des critiques de la pièce, alors, les gens qui ne venaient pas à la pièce. Ça a été une chic dure à mordre. C'était dur. Alors c'était très difficile parce que on vous a en fait reproché d'être pro-israélienne. On n'a pas tellement cherché à comprendre. On a fait des amalgames entre la pièce que vous écrivez, Tzuk Eitan. On a dit que vous étiez dans votre pièce pro-israélienne. Alors ça n'avait aucun rapport, ça n'avait rien à voir. Et c'est vrai que avoir des subsides européens, c'était une belle coproduction avec plusieurs artistes de différents pays d'Europe. Oui, d'Allemagne, d'Autriche. Oui, c'était une grosse production. Et ça, avoir autant d'argent et à la fin devoir expliquer
aux gens qui ont donné ces subsides européens qu'il n'y avait que autant de personnes qui sont venues voir. Qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça a été un disbalance, c'était pas balancé, donc j'ai pu me balancer d'avoir des subsides dans le futur en Belgique. Vous êtes coupé de la possibilité, on va dire, d'avoir... Ça m'a coupé les jambes émotionnellement, mais aussi financièrement dans le futur. C'était comme une espèce de boycott. Oui, tout à fait. Ça m'a fait très très mal. De la presse et ce qui fait encore plus mal de mes collègues, quoi. Des collègues il n'y a pas beaucoup de juifs dans les arts, surtout dans en flamand. Non, il n'y en a pas tellement, non. Les gens qui sont par exemple dans l'opéra ou la danse, ils ont une vue plus mondiale des arts. Mais les artistes, les acteurs flamands, ils sont flamands, quoi. Donc cette pièce qui devait être un tremplin à votre carrière, vous aviez déjà beaucoup d'expérience, mais ça devait vraiment vous propulser plus loin. Oui. J'ai eu beaucoup plus de succès à New York, à Chicago. J'ai aussi fait des lectures de cette pièce ici à Tel Aviv. Et les populations d'origine russe ou les gens qui ont connu par exemple le communisme et comment l'État gouverne les gens, comment un système gouverne les gens, ils se sont reconnus comme tout dans la pièce. Mais de toute façon, en Belgique, on vous a coupé la possibilité puisque personne n'est venu, on vous a boycotté, donc ça c'était très 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 dur pour vous. Ça fait presque mal d'encore en parler, quoi. Je vous comprends. Surtout, vous n'envisagiez pas à l'époque de vivre ici, c'était pas du tout... Non, je venais ici pour écrire, pour faire mes recherches, pour apprendre mes textes par cœur quand j'étais encore sur scène moi-même, pour rencontrer des hommes, parce que je voulais toujours rencontrer quelqu'un de juif, mais pas à Anvers. Et parce que, le temps est dehors, c'est plus agréable d'apprendre des pièces de théâtre par cœur sous le soleil que sous les lumières électriques à l'intérieur dans un appartement froid à Anvers. Voilà, alors, c'était comme une espèce de retraite pour vous, Israël. Tout à fait. Et finalement, vous rencontrez cet homme. Oui. Voilà. Et vous décidez de venir vous installer. Ça a été un peu le déclic. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous aviez quand même un attachement particulier avec Israël parce que Yad Vashem, vous avez fait recoller une partie de votre histoire personnelle. Oui, donc il y a environ 10 ou 11 ans maintenant, on reçoit un coup de téléphone de Yad Vashem nous disant qu'ils ont trouvé une connexion dans notre arbre généalogique et si on était intéressé à la rencontrer, on a dit bien sûr, oui. Une connexion, c'est-à-dire des gens vivants. Voilà, et c'était en fait la cousine de mon grand-père, dont on ne connaissait même pas l'existence. Et je suis venue en Israël pour les rencontrer. C'est devenu ma famille. Surtout comme j'avais perdu ma mère peu avant. Il y a eu des liens qui se sont faits. Ma grand-mère ici, puisque je l'appelle ma grand-mère, Daisy, sa fille et surtout sa petite-fille qui a environ mon âge. Ces 3 femmes, vraiment... m'ont remonté le moral après la mort de ma mère, quoi. C'est eux qui me faisaient à manger. Après la mort de votre mère et aussi après votre échec professionnel, on va dire. En 2014, oui, ça a quand même 6-7 ans de différence entre les deux événements, mais oui, ils ont toujours été là pour moi et c'est aussi grâce à eux que j'ai une peau d'éléphant quand même un peu plus dure parce que je suis quand même devenue, dans ces 10 ans que je venais ici, un peu plus israélienne et moins sensible que j'étais avant, quoi. Il faut bien qu'on est en Israël. C'est sûr. Il faut une petite formation avant d'arriver ici. Alors, ce qui est génial, c'est que finalement, au fur et à mesure, vous êtes attaché à ce pays, sans vraiment vous en rendre compte, jusqu'à trouver même un Israélien, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Et puis, la chance vous a souri aussi professionnellement. C'est ça qui est chouette ici. Oui, donc... comme je suis une entrepreneur, par exemple tous les théâtres et opéras que j'ai fait, j'ai toujours produit, recherché les budgets moi-même. Vraiment, c'était toujours mes productions. J'avais de droit à personne. Je faisais tout moi-même. Donc ici aussi, j'ai commencé à faire un documentaire sur la guerre de 1948 d'indépendance qui s'appelle La jeunesse de 1948. J'ai interviewé près de 70-70 personnes. 70 personnes. Entre 80 et 104 ans quand même. Ouais, des gens qui étaient là pendant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Des gens très connus comme Ruth Dayan et Chaim Guri, mais aussi des gens pas du tout connus. Ma grand-mère, elle était aussi ici en 48. En faisant un de ces interviews ici à Jérusalem, dans un home pour vieilles personnes sur Beit Lechem, je descends avec tout mon matériel de filmer.
Et je suis dans un ascenseur et je rencontre 2-3 personnes de l'Opéra de Jérusalem qui me commencent à me demander « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Je dis « Ah, je fais un film. » Et, « Ah, c'est ça que tu fais, des documentaires ?» « Non, je suis dans le théâtre et l'opéra. Et l'opéra, nous sommes l'Opéra de Jérusalem. » « Ah, asseyons-nous, parlons, on ne vous connaît pas. » Et quelques mois plus tard, le maestro, le conducteur, Omer Ariel, il m'a demandé si j'étais intéressée à venir donner cours à l'Académie de Jérusalem dans le département d'opéra. J'ai directement dit oui. Cours de quoi? Ensemble. Donc, les chanteurs chantent ensemble et moi, je les mets en scène. D'accord. Donc, pour apprendre à être sur scène, pour jouer la comédie en chantant. Donc, ça a commencé comme ça. Comme ça, j'ai donné cours pendant 2 ans. Après, je suis tombée enceinte, donc j'ai pas fini mon trimestre parce que le bébé est arrivé 5 semaines à l'avance. Ouais. Donc j'ai pas fait l'examen de mes élèves, mais tout était préparé. Donc j'étais pas là à leur première, mais ils m'ont demandé si j'étais intéressée à mettre en scène un opéra complet, La Colombe de Gounod, et c'est ça que je vais faire. C'est ce qui va se passer maintenant en septembre. Alors vous allez en septembre mettre en scène, donc c'est quand même une alliance, c'est incroyable, par des rencontres, en se lançant dans un projet personnel qui grâce à cette rencontre-là, tout à fait fortuite. Il faut dire que depuis mon alia, ma vie où je ne pensais pas qu'être heureuse était pour moi. Je ne croyais pas que c'était dans mes cartes. Je pensais avant, je ne vais jamais être heureuse. Bon, c'est comme ça. Ça fait 16 ans que je vis dans les valises, aller d'une production à l'autre. Je suis toujours seule, je n'ai pas de copains. J'ai fait mon alia. Et les choses se sont ouvertes. J'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai un petit bébé magnifique. Ouais. Elle a 1 an maintenant, Emmanuel. Et tout d'un coup, à la place de devoir faire les projets, tout sortir soi-même, on me demande, les choses viennent à moi. Ouais, donc c'est comme l'histoire de Joseph avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses. Je suis dans mes années grasses. Donc La Colombe de Gounod, c'est vous qui allez mettre en scène ce très bel opéra comique. Opéra comique. Précisé, voilà. Très comique. Voilà, ce sera à Jérusalem, Beth Shmuel, un très joli théâtre, 19 et 21 septembre. Tout à fait, à 9h du soir. Voilà, on peut déjà prendre les places. Je vous fais un petit peu de pub. Étoile 9609 si vous avez envie. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très sympa comme histoire. On imagine qu'il y a plein d'autres projets. Est-ce que vous avez entamé d'autres choses depuis que vous êtes là ? Donc, une fois que l'opéra sera fini, je pense recommencer le documentaire. Ouais. Donc, continuer 1948. Comme je n'ai pas de fonds, ça va au rythme que ça va. D'accord. Et à côté de ça, je travaille aussi comme à l'Opéra de Tel Aviv. À l'Opéra de Tel Aviv, en espérant cette année devenir assistante régie en montant tous les échelons. Alors, comme il faut. C'est ça, parce qu'ils sont durs ici quand même. Oui, ici quand tu arrives en Israël, il faut recommencer à zéro, quoi. On m'a dit ça souvent, je pensais toujours, avec mon CV et tout, jouer à New York à 30 ans, mettre en scène soi-même sur Broadway. Si en Israël, ils s'en foutent. Complètement. Complètement. Et il faut recommencer à zéro. Il faut accepter de jouer le jeu. C'est dur d'accepter On accepte, mais jusqu'à un certain niveau. Il y a des choses que j'essaye maintenant de faire passer à mes responsables à l'opéra que, ok, je suis d'accord à monter quelques échelons, mais je ne commence pas là où quelqu'un de 20 ans commence. Surtout que j'ai plus que 20 ans d'expérience. Je ne connais pas la maison, parce que c'est vrai, en opéra, il faut connaître la maison. Si on est assistante régie, il faut connaître tout le monde des départements, des props, départements des perruques, départements des costumes. Ok, ça, je dois apprendre. Mais le travail en soi, sur la scène, sur le plateau de répétition, ça, je connais. Et je connais les gens. Il faut jouer le jeu. Il n'y a pas le choix. Il faut jouer le jeu. Mais ce n'est pas toujours facile, et aussi financièrement, par rapport à ce qu'on gagne pour ce job-là en Europe, même en Amérique, c'est autant que quelqu'un au McDonald's, quoi. C'est presque décevant. Il faut venir avec des économies. Il faut venir avec des économies. Si je n'avais pas rencontré mon mari, je n'aurais pas fait... abandonné ce métier. Non, je ne l'aurais pas abandonné, mais je n'aurais pas fait mon alia à cause de ça. Ouais. À cause que financièrement, pour ce que moi je fais, et surtout le théâtre en hébreu, ce ne sera jamais pour moi, ce ne serait pas possible.
On ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Non, l'hébreu à 41 ans et après en bébé, mon cerveau, point de vue nouvelle langue, c'est un amalgame de je ne sais pas quoi, mais c'est dur à rentrer dans la tête quand même. Je parle 5 langues couramment et je fais le latin et le grec, mais l'hébreu, c'est ma mâche lopachut. Difficile. Vous parlez bien, voilà. Je survis. J'ai mon jargon de théâtre et d'opéra et c'est avec ça que je le fais. Même si à l'opéra, c'est beaucoup d'italien et d'anglais, puisque c'est des castes toujours internationales. Et la Makala, le chorus, le chœur, c'est surtout des Russes, donc il faut parler tout. L'hébreu, c'est facile. Mais ça, c'est sympa, ça vous plaît, ce mélange des genres Oui, c'est la vie internationale. Est-ce que vous êtes bien quand même ici? Oui, je suis très heureuse. J'ai un mari magnifique, j'ai un bébé magnifique, j'ai des amis, il y a le beau temps. Qu'est-ce que vous aimez des trucs dans cette société quand même? Oui, J'aime que je puisse choisir, grâce à mon mari aussi, les productions auxquelles je vais travailler et auxquelles je ne vais pas travailler. Je peux faire un choix artistique quand même un peu. Je ne suis pas obligée de faire ce que je ne veux pas. Et comme j'ai aussi mes diplômes pour donner cours... vous arrivez à jongler. Oui. Donc ça, c'est et chouette. surtout, j'ai eu mon bébé à 40 ans... parce que je voulais avoir une carrière avant. J'ai eu ma carrière. Maintenant, si je prends un peu de recul pour m'occuper de mon bébé, ce qui est ma première, mon meilleur spectacle, ma meilleure création, ça me rend très heureuse de pouvoir faire ça. Bon, alors continuez à le faire aussi. Bon, ne nous oubliez pas quand même. Et non. Rendez-vous sur scène. Quand on est né avec les pieds sur scène, on reste sur scène. Rendez-vous sur scène alors. Merci beaucoup Noémie. À bientôt. Un plaisir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.